Faut le faire aujourd'hui avec une conductrice de train. Elle a d'abord commencé par le fret avant de passer sur les TGV. Elle est aujourd'hui l'une des seules femmes à être aux commandes de trains à grande vitesse en France, des machines qui peuvent atteindre jusqu'à 320 km/h. Le TGV numéro 5424 en provenance de Strasbourg entrera en gare, voie 4. Bonjour Marina Matthäus. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la gare de l'Est, à Paris. On est juste au-dessus des quais. C'est une gare d'ailleurs que vous avez l'habitude de fréquenter avec votre métier. C'est quoi exactement une conductrice de train ? Alors une conductrice de train, c'est une personne qui mène des voyageurs d'un point A à un point B en toute sécurité et à l'heure. Vous précisément, ça fait 5 ans que vous conduisez des TGV. C'est le train le plus rapide de France. Prenons l'exemple d'un Paris-Strasbourg que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes installé à bord, vous êtes en tête de train, dans la cabine. On va bientôt partir. Qu'est-ce que vous faites, vous, à ce moment-là ? Alors, avant même que les voyageurs s'installent, on a tout un panel d'essais à faire pour vérifier que la rame est en état de fonctionnement. On a tous ces essais à faire avant. Une fois qu'on est prêt au départ, on se met en mouvement et après, on fait notre voyage en respectant les vitesses, les zones de travaux s'il y a des zones de travaux et en respectant la signalisation, en fait. Est-ce qu'il y a une checklist avant de partir ? Oui, c'est ça. On a tout un tas d'essais à faire pour voir si tout fonctionne, si tous les organes de sécurité sont en état de fonctionnement. Ça peut être ce qu'on appelle l'AVA, c'est la veille automatique. Dans le temps, ça s'appelait dispositif de l'homme mort. Tout simplement parce que ça vérifie qu'on ne fasse pas de malaise. Donc, on a un certain temps de maintien d'appui sur un matériel, en fait. Donc, en général, c'est sur le manipulateur de traction. Et un certain temps de relâchement d'appui qu'on doit faire régulièrement tout au long du trajet. C'est entre 50 secondes et 1 minute pour le maintien et 30 secondes pour le relâchement d'appui. Donc, c'est-à-dire que vous appuyez sur un appareil qui signifie au train qu'on est là et que bien tout va vivante bien. Et que tout se passe bien dans la cabine. Exactement. Cette cabine, à quoi elle ressemble ? C'est quelle dimension ? Est-ce que vous êtes dans le noir ? Qu'est-ce que vous voyez devant vous ? C'est relativement sombre, en fait. C'est un pupitre central. Le conducteur est au milieu avec tous les appareillages autour de lui. C'est à peu près comme une cabine d'avion. Il y en a certains où on a des écrans, comme un ordinateur, et c'est noté dessus en digital. Et vous avez des gants, vous avez un casque ? Rien du tout. Au contraire, les casques sont interdits parce qu'il faut justement être attentif à tous les bruits de la rame, à tout ce qui pourrait se passer. Les gants, on en a. On a aussi une pince, un tournevis. C'est essentiellement s'il y a une intervention sur le matériel pour la sécurité, en fait. Vous êtes seul dans cette cabine. Est-ce qu'il y a une différence avec celle des voyageurs ? Au niveau des voyageurs, c'est pas tout à fait la même insonorisation. Eux, ils ont beaucoup moins de bruit à l'arrière que nous à l'avant. Alors retournons à notre Paris-Strasbourg. Comment vous démarrez ce TGV ? Est-ce que c'est un peu comme une voiture, vous enlevez le frein à main, vous appuyez sur l'accélérateur ? Alors, c'est à peu près le même système. Ça n'a pas les mêmes termes, mais c'est la même chose. Il y a un frein d'immobilisation, il y a un frein automatique, donc ça, on les retire et on commence ce qu'on appelle la traction. Et ça fait vraiment un peu, au début, penser à des jeux ordinateurs, avec le joystick qu'on met en avant et qui demande une intensité plus forte au niveau des moteurs qui permet l'accélération de la rame. Donc il y a une manette de frein ? Oui. Pas de pédale ? Alors, les pédales, c'est pour la VA, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On l'a et à la main et au pied, justement pour pouvoir changer, parce que comme on est obligé de manipuler régulièrement, pour dire qu'on est là, des fois on change, on passe par les pieds. Des fois, on a besoin de nos mains. Donc, du coup, il faut qu'on continue à faire la VA, donc on le fait au pied. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Stéphane, votre chef de bord, et avec ma collègue Catherine, Marina, votre conductrice, et Théo, votre barista, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre TGV Inouï numéro 9575 à destination de Strasbourg. Notre train sera sans arrêt jusqu'à Strasbourg, son terminus, arrivée prévue à 15h41. Donc ça y est, vous partez à l'heure, oui. Direction Strasbourg. Le trajet va durer environ 1h45. J'imagine qu'on n'est pas tout de suite à pleine vitesse. En sortie de gare sur Gare de l'Est, c'est maximum 30 km/h. Une fois que notre train a dégagé les 1 km de Paris, on peut commencer à rouler à 50 km/h sur certaines voies et à 120 sur d'autres.
Et à partir de quel moment vous atteignez votre vitesse maximale ? On commence maximum à 230 sur la ligne à grande vitesse et au fur et à mesure, on va dégager de la vitesse et on va pouvoir augmenter notre vitesse pour aller jusqu'à 320 km/h. C'est combien de kilomètres après le départ ? PK 18,1. Point kilométrique 18,1 je crois. Donc vous êtes à pleine vitesse, le train est aiguillé, il suit les rails, mais c'est pas vous qui tournez à droite ou à gauche. Oui. Alors concrètement, en quoi ça consiste la conduite d'un train ? Alors, à observer ce qui se passe à l'extérieur, à observer et écouter son train, savoir si tout se passe bien niveau matériel. On a des alarmes qui peuvent sonner en cabine. On a surtout tout ce qui est visuel. C'est essentiellement des pictogrammes qui vont s'allumer ou un manomètre qui va réagir anormalement. Sur vos écrans de bord ? C'est ça. Donc on a tout ça à regarder à l'extérieur aussi, parce qu'il peut y avoir des oiseaux. Donc si on entend un choc, il faut savoir ce qu'on a tapé. C'est mieux. Sinon, faut s'arrêter puis aller voir ce qu'on a tapé. Maintenant, avec la vitesse de 320 km/h, on sait très bien que l'œil humain ne peut pas tout voir. Donc c'est pour ça qu'en fait, la signalisation est reprise en cabine. C'est-à-dire que tout ce qui est vitesse, c'est pas des panneaux qui sont sur l'extérieur des voies en fait, parce que l'œil ne peut pas voir en temps et en heure par rapport à la vitesse. Si vous n'avez pas ce temps de réagir, ça veut dire que le métier de conducteur ou de conductrice de train, c'est essentiellement de l'anticipation ? C'est ça, c'est beaucoup de l'anticipation, connaître les procédures pour réagir le plus rapidement possible. On est, on va dire, formaté aux gestes d'urgence pour que ça soit inné en fait. Qu'est-ce que ça peut être, ces gestes d'urgence ? Les gestes d'urgence, c'est, alors je vais donner des termes techniques que je vais expliquer au fur et à mesure. Donc on appuie sur le BP Urge Panto, c'est-à-dire qu'on baisse d'urgence le pantographe pour arrêter l'alimentation à la caténaire. Pantographe, c'est ce qui relie le train au fil électrique. Oui. On a le BP Urge normal, donc ça c'est on enfonce l'ACG, c'est-à-dire la conduite générale qui alimente les freins, est complètement vidée à l'atmosphère. Tous les freins se serrent automatiquement pour arrêter le plus vite possible le train et d'éviter un accident ou un suraccident. Vous, sur ce Paris-Strasbourg, vous êtes à l'avant du TGV, vous êtes lancé à pleine vitesse. C'est quoi vos sensations à ce moment-là ? Eh ben, en fait, on se rend pas compte. Il n'y a pas de sensation de vitesse comme on peut avoir avec une voiture. Cette sensation de vitesse, on l'a plutôt quand on décélère. Quand on va se retrouver à sortir de la ligne à grande vitesse, on va avoir l'impression de se traîner. Mais une fois qu'on est sur la ligne à grande vitesse, on n'a pas cette sensation-là. Ou quand on est dans le brouillard, parce que forcément, on a un mur devant nous, donc on voit rien du tout. Et là, la vitesse, on se dit, mais mince, en fait, je vois rien, je peux pas anticiper. Est-ce que vous échangez avec les contrôleurs, avec la gare d'arrivée, la gare de départ ? Non, justement, pour la sécurité, toute intervention extérieure est interdite, sauf raison de sécurité. C'est-à-dire qu'on va nous appeler que s'il y a un problème, et nous, on va contacter ce qu'on appelle le PCD, c'est-à-dire le centre de régulation de la ligne grande vitesse, que si nous, on a un problème. Pareil, le contrôleur, que si on a un problème. Il m'est arrivé d'avoir des petits incidents en ligne. En général, on nous demande, et moi c'est ce que je fais, d'éteindre le téléphone pour pouvoir être concentré sur la situation, résoudre l'anomalie et pas être dérangé par le contrôleur qui dit combien de temps t'en as, où t'en es, pour vraiment être concentré sur notre situation. Mesdames, Messieurs, il est 15h36 et nous arrivons à Strasbourg, notre terminus. Nous serons reçus voie numéro 2. Correspondance pour... Donc on se rapproche de la gare de Strasbourg et l'arrêt final, comment ça se passe ? En fait, techniquement, nous on arrive tranquillement, on réduit notre vitesse et on freine comme une voiture quand on veut s'arrêter. On immobilise la rame pour éviter tout mouvement. Frein à main, plus suivant la signalisation, on a un peu plus justement pour éviter tout mouvement, pour que les gens puissent descendre correctement sans risque de mouvement de la rame. Avant de descendre, assurez-vous d'avoir toutes vos affaires personnelles avec vous. Pour votre sécurité, prenez garde à l'espace entre le marchepied et le quai. Nous vous rappelons que la descente doit s'effectuer à quai et à l'arrêt. Mesdames et messieurs, au nom de votre équipage TGV Inouï, je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une agréable journée. Marina Matteos, on va revenir quelques années en arrière. Pourquoi vous avez voulu devenir conductrice de train ? Je venais de me marier, je venais d'avoir mon premier enfant et j'étais dans la police nationale en emploi jeune. Et à l'époque, la SNCF recrutait. Donc j'ai cherché un travail qui me permette de ne pas être dans un bureau
parce que c'est pas mon caractère. J'ai vu comment ça se passait et je me suis dit, je pourrais pas tous les matins me lever, aller dans un bureau à telle heure, etc. Et la SNCF recherchait des conducteurs. J'ai postulé, j'ai passé tous les tests, parce qu'il y a des tests psychologiques, des tests psychotechniques, des entretiens. J'ai réussi, j'ai été en formation. À l'époque, c'était fret, parce que c'était ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Le fret, c'est le transport de marchandises. Voilà, exactement. J'étais la seule femme et à l'époque, la moyenne d'âge devait être de 23-24 ans et ça s'est très très bien passé parce que les gens étaient ouverts, ils aidaient parce qu'à la base, j'ai pas de formation d'électrotechnique. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout le monde peut le faire. Un peu la panacée généralement voilà, des conducteurs de c'est train. Ça. Mais c'est l'avantage aussi, c'est que si on réussit les tests, tout le monde peut faire ce métier à partir du moment où les tests sont réussis. À la base, j'ai une formation de biologie, strictement rien à voir. Il faut pas hésiter. Il n'y a pas que l'électrotechnique et se dire je suis pas bonne en électrotechnique. Si on a une manière et un raisonnement logique, les tests vont le prouver et ça veut dire qu'on est capable de le faire. Vous aviez dit que la moyenne d'âge c'était aux alentours de 23 ans. C'était aussi votre âge à ce moment-là ? Oui, c'est ça. Oui. C'était en 1999. Oui. Vous, c'était quoi votre premier contact avec le monde ferroviaire ? Moi, j'avais personne qui travaillait dans le monde ferroviaire. Pour moi, c'était vraiment la grande inconnue. J'y allais pas par passion, contrairement à beaucoup qui étaient là parce qu'ils avaient les parents qui étaient conducteurs ou un frère. Mais le métier me plaisait. L'indépendance, la rigueur, l'autonomie, c'est exactement ce que je voulais. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Mission accomplie pour le TGV. Il a porté le record mondial de vitesse sur rail à 574 km/h sous les yeux de milliers. On est en 2007, vous êtes conductrice de fret. Le record du monde de vitesse sur rail est français. Le TGV, c'est français. Il y a une grande culture ferroviaire aussi en France. Vous vivez ce moment, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez ? De la fierté, je l'ai suivi comme des millions de Français en direct à la télé. Et c'est vrai qu'en plus, je circule sur cette ligne-là, sur les voies où il y a eu justement le record du monde. Donc très contente. Ça m'a justement poussée à rechercher un peu plus, à côtoyer des personnes qui étaient justement passionnées et à apprendre beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on apprend beaucoup plus des passionnés qu'en étant dans l'entreprise. Parce que les passionnés vont chercher plus loin les choses et raconte ça avec passion et c'est très 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 intéressant. Formidable. Vous avez vu comment ça a passé ? C'est plus qu'un fusée, c'est impressionnant. Quand la rame est arrivée, que la foule a hurlé, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était émouvant. Là, je me suis régalé. Eh bien, maintenant, je peux mourir maintenant. Est-ce que c'est aussi ça qui vous donne envie en 2016 de devenir conductrice TGV ? Alors, il n'y a pas que ça, c'est par rapport à ma vie personnelle. Et il y a un parcours pro, donc un parcours professionnel. Arrivé à un certain âge de conduite, on nous propose d'aller au TGV. Parce que le TGV, il faut justement avoir de l'ancienneté par rapport à la manipulation, à la réaction, à beaucoup de choses en fait, d'avoir un calme qu'un jeune conducteur n'aura pas parce qu'il n'a pas l'expérience. Donc on me propose ça en 2016, ça tombait très bien et du coup j'ai accepté tout de suite. Vous êtes donc parvenu à intégrer l'élite des conducteurs de train. Vous n'êtes d'ailleurs que 1400 à conduire des TGV en France pour seulement 9 femmes. Est-ce que c'est plus dur de faire ce métier quand on est une femme ? Ce qui est plus compliqué, c'est de pouvoir associer la vie familiale et la vie à l'attraction, en général. Parce que pour les contrôleurs, c'est la même chose en fait. Donc c'est trouver un équilibre entre les deux. C'est ça le plus difficile et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui abandonnent en cours de route, qui font ça pendant un moment et qui changent de poste après parce que l'équilibre est compliqué à trouver. Après, c'est faisable, mais des fois, on met des choses de côté qu'on ne fait pas. Par rapport au planning, on a des amis, le week-end prochain, tu viens ? Non, je travaille. Comment ça ? Et ce soir, tu viens ? Non, demain, je travaille, je ne peux pas boire, je peux pas... Voilà. Il y a une qualité de vie différente et une organisation différente. Il y a 9 femmes qui l'ont fait. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'hommes qui s'investissent de plus en plus dans la famille. Donc, le problème va se stabiliser et va trouver un équilibre, je pense. Et pour trouver sa place, le regard des autres, ça n'a pas été compliqué forcément. Non, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu de la bienveillance. Pourtant j'étais au fret, donc une femme au fret avec des horaires de nuit, des découchés. Donc les découchés, c'est quand on ne dort pas à la maison. C'est quand par exemple on a un train à emmener à Arras et qu'on doit repartir que le lendemain. Donc on dort sur place dans des foyers organisés par la SNCF. Et à une époque, il y avait quelques petites réflexions en disant c'est ta copine, c'est ta femme. Mais moi je suis tombée avec des moniteurs qui ont remis tout le monde à leur place.
Si vous faites tout ça, c'est aussi parce que c'est un métier passion quelque part. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous conduisez un train ? À quel moment vous prenez du plaisir ? Mon plaisir, c'est la conduite. C'est vraiment ça. Et rendre service. C'est-à-dire que des fois, on met un train en place au dernier moment où il y a un incident, etc. Moi, j'ai besoin de me rendre utile et de me sentir utile. Pour les passagers. Et ce métier-là, c'est ça, le but, d'arriver à l'heure. Si le train part en retard, de se dire, on va rattraper le maximum de retard qu'on peut pour que les gens arrivent un minimum en retard. C'est vraiment ça, moi, qui me fait plaisir. C'est la motivation. C'est quoi une bonne conductrice de train, Marina Matthäus ? Oula. Un bon conducteur en général, on va dire. Donc, quelqu'un qui est à l'heure, déjà, qui prépare sa journée de service en avance, qui arrive sur la rame apaisé et qui emmène tout le monde en toute sécurité d'un point A à un point B. Donc apaisé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire table rase de ses problèmes et se concentrer sur le moment. À la conduite, peu importe le train qu'on conduit, ça pardonne pas. Ne serait-ce que pour la vitesse, c'est pas une voiture, ça s'arrête pas, hop, j'appuie sur le frein, ça s'arrête ou ça ralentit. Il y a toujours un temps de réaction différent. Vu la vitesse, il y a un temps de freinage qui est forcément allongé, donc il faut toujours être concentré. Toutes ces qualités, ça vous permet de rouler sur une ligne à grande vitesse. Pour vous, c'est la ligne est-européenne, ce sont des trajets comme des Paris-Strasbourg, Paris-Luxembourg, Reims ou encore Nancy. Oui. Après, il faut faire attention aussi que ça ne soit pas de la monotonie, mais l'avantage, c'est qu'on fait des trajets différents. On ne va pas faire que des Reims, on ne va pas faire que des Nancy. C'est mélangé. Comment ça s'organise ? C'est-à-dire, vous faites combien de trajets par semaine ? On peut avoir des semaines de 3 jours, des semaines de 6 jours. Donc, des fois, on a 3 fois des semaines de 6 jours. Donc là, c'est très fatigant parce qu'en plus, les horaires ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas du 3-8, c'est-à-dire qu'on peut commencer à 4 heures du matin, s'arrêter par exemple à midi, et rattaquer que le lendemain, par exemple, à 17h. C'est des exemples, mais notre rythme, notre corps n'a jamais le même rythme, en fait. C'est toujours différent. C'est combien de trajets par jour, par semaine ? Alors, ça dépend les journées. Il y a des journées où on peut faire, par exemple, un aller-retour Luxembourg, un aller-retour Strasbourg. Des fois, on peut en faire 2. Des fois, on peut en faire un seul. Ça dépend. C'est cette fréquence qui vous permet d'apprendre par cœur ces trajets. Qu'est-ce que vous connaissez exactement sur ces trajets ? Donc, c'est les virages, c'est les descentes, c'est... C'est ça. C'est-à-dire qu'on apprend le profil. Donc, ça nous permet d'être aussi dans une conduite écologique parce que le profil, on n'est pas obligé de tractionner tout le temps. Si on sait que, par exemple, que ça va descendre et qu'on va gagner 20 ou 30 km/h dans la descente, on anticipe largement avant. Notre métier, c'est aussi ça, beaucoup d'anticipation. Et ça nous permet de couper la traction largement avant, par exemple, à 300 km/h et d'arriver en bas dans la cuvette à 320, à la vitesse maximum autorisée. Le but, c'est d'éviter de freiner le maximum possible, entre guillemets, pour ne pas user le matériel et ne pas tractionner tout le temps non plus pour pas consommer énormément d'énergie. Donc en fait, c'est un équilibre. Comment vous faites pour rester tout le temps concentré pendant ces trajets ? J'avoue qu'il y a des moments, comme tout le monde, où on ne peut pas être concentré pendant 1h45. 1h45, c'est un Paris-Strasbourg. Le plus long. Après, on est obligé, de toute façon. Donc ça peut arriver quelques secondes, on est... pas la tête ailleurs, mais qu'on n'ait rien à regarder pendant quelques secondes. Mais franchement, on est toujours obligé. Vous reprenez tout de suite, comme ça ? Oui, on est obligé parce que le profil, surtout sur la LGV Est, il est vraiment montagne russe, on va dire, à certains endroits. Donc, il faut qu'on soit attentif pour ne pas dépasser la vitesse, de toute façon. Il faut qu'on soit attentif aussi à tout ça. Ça fait partie aussi du métier, d'être attentif à ce qui se passe. Et pareil, à la sécurité, à ce qui se passe sur les voies, sur les côtés. S'il y a des animaux, il faut le signaler. Parce que ça peut être un heure après avec un autre TGV croiseur. Donc tout ça, c'est à signaler. Tous ces signalements, vous arrivez à les faire parce que vous la connaissez par cœur, cette ligne, mais vous connaissez aussi par cœur la machine. Comment vous apprenez à connaître cette machine ? C'est pendant la formation. On a des livrets, on a tout l'emplacement des appareillages, le fonctionnement électrique. Tout est un système, un peu comme une notice d'utilisation, mais en plus avec les schémas électriques à côté. Comme ça, on sait exactement pourquoi on a cette anomalie-là, parce que en fait, ça viendrait peut-être de ça, etc. On a tout un fonctionnement lors de la formation qui nous apprend tout ça sur chaque matériel et on apprend le matériel par cœur. C'est-à-dire que là, même en étant conductrice de TGV, je ne pourrais pas conduire un Transilien. Je ne suis pas formée sur le Transilien, je ne connais pas la rame. Même si je connais la ligne, mais je ne connais pas la rame. Donc, je ne peux pas conduire. Est-ce qu'il y a de l'apprentissage aussi par simulateur ? Oui. Pendant la formation, on a du simulateur parce que forcément, il faut qu'ils nous mettent dans les conditions des anomalies et des incidents. Et ça, on ne va pas le faire sur la ligne en réalité. Donc, on le fait sur le simulateur pour voir comment on va réagir, pour savoir comment on doit faire.
Donc ça nous permet justement de nous mettre à jour lors des formations. Et régulièrement, on repasse au simulateur justement pour faire tout ce qui est procédure sécurité, pour être sûr que le jour où ça arrivera réellement en ligne, on est apte à pouvoir le faire. L'un des enjeux les plus importants avec la sécurité, c'est aussi la gestion de l'horaire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Parfois, vous pouvez perdre du temps, pas vous forcément, mais il peut y avoir des accidents voyageurs, un problème matériel ou sur les voies. Comment est-ce qu'on fait face à ça ? Comment, par exemple, on peut rattraper ce retard ? On a ce qu'on appelle une marche. La marche, c'est les horaires de passage du train à certains points bien définis. Cette marche-là, par exemple, entre Paris et Strasbourg, en général, on a régulièrement une marge de 5 minutes. Donc, on sait qu'on pourra gagner 5 minutes, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faudra qu'on soit à 320 tout le temps à partir du moment où c'est autorisé, forcément. Nous, on a une vitesse, par exemple, autorisée de 320 km/h, mais sur la fiche train, il va y avoir écrit qu'il faudrait qu'on roule à 270 pour faire l'heure. Mais le jour où on est en retard, les 270, c'est transparent, c'est juste une indication pour nous. Et ben, on roulera à 320 pour essayer de gagner du temps. Et là, du coup, vu l'écart de vitesse, on gagne un peu de temps. Donc les éventuels retards en fait sont anticipés, on peut les rattraper parce qu'il y a des choses qui sont prévues. Voilà, si la marche est prévue, on peut. Maintenant, des fois, il y a des marches où on n'a qu'une minute. Donc là, il arrive quoi que ce soit, on peut rien rattraper. Et comment on vit le fait que l'horaire du train peut changer alors qu'on n'est pas forcément responsable ? Est-ce que ça fait partie du métier ou ça reste frustrant quand même ? Non, ça fait partie du métier. À partir du moment où c'est un incident extérieur à la SNCF, on va dire. Donc comme un accident de personne, c'est normal. On ne peut pas prévoir. C'est votre quotidien, en fait. Exactement. Là où c'est plus ennuyeux pour nous et où c'est un irritant, on va dire, pour les conducteurs, c'est quand la rame n'est pas là, parce qu'elle n'est pas sortie à l'heure. On ne sait pas pourquoi elle n'est pas sortie à l'heure. Parce qu'on est les derniers maillons de la chaîne. Tout ce qu'il y a avant, on ne peut rien faire. On n'a pas d'action là-dessus. Donc, vous le subissez comme le voyageur. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que des fois, c'est compliqué en se disant, mince, on va partir en retard. Surtout que des fois, on a une suite, on doit repartir dans l'autre sens et tout. Donc toute la journée, ça va être la course. Parce que la rame n'est pas sortie, ou la rame a eu un problème et on ne l'a pas vu tout de suite, ou voilà. C'est ça qui est un peu dommage. Donc vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez jamais quand vous finissez. C'est ça. Normalement, on est censé finir à l'heure. Mais après, au TGV, il y a quand même moins d'incidents que sur tous les autres trains, y compris fret ou transilien. Nous, c'est quelque chose qui est très suivi, très protégé, on va dire. La ligne LGV, elle est contrôlée tous les jours de long en large. Vitesse. Donc du coup, on a quand même moins d'incidents. Le TGV, justement, pour un conducteur, c'est le Graal. Qu'est-ce que ça peut être l'étape pour vous, l'étape suivante ? Moi, j'ai demandé le ATV. En fait, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, le ATV ? Les abréviations SNCF, il y en a plein. Entité, appui territorial, voyageurs. En gros, c'est un groupe sur toute la France d'une 20aine de conducteurs TGV qui vont là où on leur demande, suivant les nécessités. Par exemple, quand il y a de la neige, pour les trains neige, pour les trains de vacanciers juillet-août, etc. Moi, ça serait ça. C'est-à-dire pas me cantonner à la LGV Est, pouvoir aller sur toute la France. C'est vraiment ce qui me plairait. Pour voir d'autres paysages ? Oui, c'est ça, pour changer et puis se rendre utile parce que justement, c'est un appui. C'est quelque chose qu'on nous demande en plus parce qu'il y a besoin, il y a un manque quelque part. Donc de nouvelles lignes, de nouveaux trajets. Et est-ce que vous pensez aussi à conduire le TGV du futur ? Grâce à la nouvelle forme de pneu, il sera plus aérodynamique et moins de frottement avec l'air. C'est 20% de consommation d'énergie. Si je suis là, ça serait bien. Si je suis encore là, oui. Oui, déjà, pouvoir le voir. On a vu l'extérieur, mais j'aimerais bien pouvoir voir l'intérieur. Parce que nous, en tant que conducteurs, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'ergonomie intérieure et le matériel à l'intérieur. L'extérieur, c'est plutôt... plus pour les clients, et c'est pas le plus important en tant que conducteur. Et qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant sur ce TGV du futur ? Si j'ai bien compris, il va y avoir une partie, alors je crois que ça s'appellera ETCS 3. Donc c'est un peu le fonctionnement qu'on a nous sur la ligne LGV Est avec le TCS 2, mais ça nous préviendra de ce qu'on a devant nous et ça permettra encore plus d'espacement et plus de trains, plus de cadencement les uns derrière les autres pour gagner le maximum de temps. Donc moi, c'est toute cette technologie-là que je trouve intéressante parce que ça renforce la sécurité et ça renforce le nombre de trains qu'on peut mettre sur la ligne à grande vitesse. Une dernière question pour terminer. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier de conductrice de train ? En conseil, c'est... On peut le faire, il faut s'accrocher, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux bonnes personnes. Il y aura toujours quelqu'un, surtout dans l'esprit cheminot qu'on a. La famille cheminote, ça existe toujours. Donc s'il y a le moindre souci, il ne faut pas hésiter à demander.
Et ça vaut le coup en fait de le faire parce que c'est vraiment un métier passion. Merci beaucoup Marina Mathéos d'avoir répondu aux questions de Faut le faire. De rien. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Cesari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.